invités, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs, d'abord c'est à moi de vous remercier sincèrement et je peux vous dire que je suis frustrée de devoir, Conseil des ministres oblige, vous quitter juste après ce propos. Vous remercier parce que avec ce colloque, d'une certaine façon, vous opposez la pensée à la terreur et que ça n'est pas le premier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous étiez déjà là au mois de mai dernier, vous aviez répondu présent. Et aujourd'hui, nous sommes un an après les attentats de janvier 2015 et malheureusement à peine 2 mois après ceux de novembre. Face à cette violence, face à ce chaos, je crois qu'il y a une double exigence qui s'impose à nous, celle de l'action, certes, mais celle aussi de la réflexion. Et que ces deux exigences, elles ne s'opposent pas. Elles sont profondément liées au contraire, parce que penser, c'est s'arracher à la sidération de l'horreur, c'est s'arracher à la passivité. Penser, c'est se donner, comme vous le dites très bien, les moyens d'agir. Nous avons besoin de cela. La recherche, d'une certaine façon, c'est ce qui ouvre le champ d'une action possible. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs que vous êtes dans cette salle, vous le savez sans doute mieux que personne, c'est l'élaboration d'une distance avec l'objet qu'on étudie qui permet de le comprendre. Et une des premières questions que la sociologie s'est toujours attachée à résoudre, c'est précisément comment est-ce qu'on étudie une société dont on fait partie. Donc la pensée, c'est une exigence clairement qui nous honore tous. Plutôt que de détourner les yeux, vous avez décidé de vous confronter aux défis d'aujourd'hui. Vous avez décidé de vous appuyer sur une méthodologie rigoureuse, de vous emparer du réel dans un effort de compréhension dont le colloque d'aujourd'hui témoigne. Les attentats de novembre, comme ceux de janvier, appellent à la fois une réponse ferme, qui est celle de l'État, qui est celle des pouvoirs publics, mais appellent aussi des réponses qui sont celles de la recherche. Parce que devant de tels actes, la tentation est grande de se dire ce sont des monstres qui ont fait cela. Et pourtant, on sait bien qu'en réalité, ce sont des êtres humains qui ont accompli des actes monstrueux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et alors apparaît cette contradiction, la nécessité de la pensée et de la recherche. Et donc, il faut se tourner absolument vers le processus qui a conduit ces êtres humains vers cette radicalisation. Comprendre les modalités, comprendre comment ils en sont arrivés là. C'est une première étape pour une action qui soit à la fois efficace et pérenne. Toute politique doit évidemment tenir compte de la réalité. Ça n'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire là, mais il est des processus qui sont particulièrement difficiles à décrypter. La réalité ne se donne pas si simplement que cela. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la recherche pour nous aider à décrypter cette réalité. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui vous dire à quel point le travail que vous effectuez est essentiel pour nous et que pour s'élaborer, cette recherche-là a besoin aussi d'une action publique qui la soutienne. C'est la raison pour laquelle dans notre grand plan de mobilisation pour les valeurs de la République, nous avions prévu une mesure, c'était la mesure numéro 10, grâce à laquelle nous avons mis en place des actions qui favorisent une bonne articulation entre les différentes recherches sur la radicalisation. Une meilleure valorisation de ces recherches, un renforcement des travaux qui sont consacrés à cette radicalisation. Parce que nous avons conscience que la complexité du phénomène, la diversité de ses enjeux, de ses aspects, nécessite une démarche interdisciplinaire. Hier, à l'occasion d'un déplacement dans un collège, j'évoquais, en parlant de sécurité et de climat scolaire, l'importance de croiser les regards. Eh bien, il en va exactement de même dans la recherche d'aujourd'hui. On a besoin de regards croisés des différentes disciplines, ne serait-ce que par la diversité des voies par lesquelles s'opère la radicalisation. Et je pense que la table ronde que vous allez consacrer tout à l'heure à la relation entre trajectoire individuelle et trajectoire collective sera très éclairante sur ce sujet. On trouve aussi bien des cas de radicalisation par la prison, avec des logiques de groupe, que des cas de radicalisation, on en a eu un exemple encore très récent dans l'actualité, tout seul dans sa chambre face à un écran Internet. On voit bien donc que les processus sont protéiformes et qu'une multiplicité de points de vue, de disciplines, est absolument indispensable pour pouvoir les appréhender. Alors, il ne suffit pas de dire qu'on a besoin d'interdisciplinarité, encore faut-il lui donner des outils, des lieux, des structures communes pour qu'elles puissent se concrétiser.
C'est pourquoi je veux saluer les initiatives en ce domaine. Je pense à la cartographie des forces de recherche qui est effectuée en ce moment par l'Alliance Athéna. Je pense aussi au site Géoconfluence de l'ENS de Lyon, la fondation de la Maison des sciences de l'homme qui a recensé des initiatives très diverses sur ce sujet. À notre demande, l'Agence nationale de la recherche a renforcé le soutien aux travaux relatifs à la radicalisation dans les sociétés contemporaines, avec, dès l'année 2016, un axe dédié dans son appel à projet générique. Nous avons tenu à ce que ce travail soit fait, et c'est l'occasion pour moi ici de saluer l'annonce qui a été faite par le président de la République il y a quelques jours, qui ne vous aura sans doute pas échappé, d'augmenter les moyens attribués à l'ANR pour précisément dynamiser notre potentiel de recherche, notamment sur des sujets comme celui-là. Mais au-delà de ce que nous avons fait au niveau national pour articuler donc cette recherche, nous avons aussi agi à l'échelle internationale, puisqu'on le sait bien, la radicalisation n'est pas un problème franco-français. Les récents événements nous l'ont malheureusement suffisamment rappelé. Alors nous avons au niveau européen orienté les financements de la recherche vers ces thématiques en favorisant la constitution de réseaux de chercheurs européens. Je pense en particulier à l'engagement français dans le consortium européen Radicalisation Awareness Network. Nous avons demandé, et l'Allemagne nous a accompagnés dans cette démarche, un appel à projet européen dédié à la radicalisation dans la programmation européenne H2020, demande qui a reçu une réponse favorable. Donc nous avons voulu avancer au niveau national comme au niveau européen. Et vous évoquiez tout à l'heure les disciplines rares. Il nous faut continuer en effet à soutenir ces dernières. Je pense en particulier à l'islamologie, bien entendu, qui joue un grand rôle dans certaines entreprises de déradicalisation, parce qu'elle favorise une connaissance rationnelle et scientifique de l'islam, qui arrache la religion au seul discours religieux pour en faire un objet de connaissance. Donc oui, cette discipline doit être davantage soutenue encore, et nous le ferons. Enfin, je crois qu'il y a un dernier axe d'action pour la recherche qui est essentiel à mes yeux, c'est celui qui consiste à éclairer le débat public. C'est d'ailleurs un point très important de la mission que nous avons confiée à Alain Fuchs en novembre dernier, c'est-à-dire faire connaître vos travaux. Et au fond, à la fois arracher ces travaux à l'invisibilité qui est souvent leur lot quotidien, qui est d'ailleurs très injuste quand on pense à l'extraordinaire travail qu'il y a derrière ces recherches, mais surtout arracher ces travaux à l'invisibilité qui fait qu'ils n'ont pas l'influence qu'ils devraient avoir sur le débat public. Bonjour Michel Vieviorca, je vous en prie, personne ne vous a remarqué. Parce qu'on est aujourd'hui, quand on y pense bien, face à un paradoxe. Il y a de très nombreux travaux de recherche qui sont accessibles en ligne, que ce soit sur le site de vos institutions ou dans les revues en ligne. Et pourtant, on le sait bien, tout ce savoir à portée de clic est assez rarement consulté au-delà des chercheurs eux-mêmes ou des cercles universitaires. Alors certains me diront qu'on ne peut malheureusement rien y faire, qu'il en a toujours été ainsi et qu'au siècle des Lumières, comme à la Renaissance, les best-sellers n'étaient pas forcément les œuvres auxquelles on est le plus attaché aujourd'hui. Sans doute. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir une autre voie possible et que surtout cette autre voie, pour mieux faire connaître les travaux de la recherche au grand public, elle est indispensable. Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable ? Parce qu'on voit bien à quel risque notre société est confrontée. Au risque de voir des illusions, des solutions simplistes l'emporter dans la tête des gens sur une approche réfléchie, rigoureuse, qui est pourtant la seule capable d'apporter des réponses aux défis du temps présent. On est dans une société dans laquelle le temps s'est accéléré. Or, le temps de la recherche, qui est un temps long, est un bien précieux. Et nous avons besoin d'en faire prendre conscience à chacun. La recherche, ça n'est pas un luxe, c'est un besoin. Mieux diffuser cette recherche, c'est donc aussi mieux l'appliquer. C'est un enjeu majeur et c'est le sens de la mission d'Alain Fuchs que d'élaborer des propositions pour cette meilleure diffusion. Pour terminer mon propos et en évoquant la radicalisation, je voudrais quand même, puisque je suis aussi la ministre de l'Éducation nationale, vous dire ici à quel point l'école prend ses responsabilités devant cette radicalisation. Au lendemain des attentats de janvier, vous vous en souvenez, comme d'ailleurs au lendemain des attentats de novembre, les regards se sont assez rapidement tournés vers l'école.
Certains de ces regards étaient portés par la conviction que l'école avait un rôle à jouer et qu'elle pouvait être une partie de la solution. Puis d'autres de ces regards étaient des regards de reproche sur le mode comment est-ce que l'école a pu laisser faire ça? Comment est-ce que des individus qui sont passés par l'école ont pu en arriver là? Dans les deux cas, ce qui animait ces regards, c'est le sentiment d'une responsabilité toute particulière de notre école. Et ces regards, pour être franche avec vous, se sont parfois avérés, notamment pour les enseignants, premiers concernés, difficiles à supporter. Et si, comme ministre de l'Éducation nationale, j'ai voulu lancer cette grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, j'ai aussi tenu à ce qu'on ne fasse pas peser sur l'école seule, sur les enseignants seuls, une responsabilité démesurée. Je suis vraiment fermement convaincue que l'école peut beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime ce que je fais et que je crois à ce que je fais. L'école peut beaucoup, mais l'école, elle ne peut pas tout. C'est humain de rechercher des causes quand des événements traumatisants surviennent, mais il est injuste de faire peser sur l'école des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Tel a été le sens de l'action que j'ai voulu mener au sujet de la radicalisation. Agir, bien sûr, à notre échelle, dans le respect des compétences de chacun, sans jamais faire peser sur les épaules des personnels de l'Éducation nationale un rôle qui n'est pas le leur. Notre action, bien sûr, s'est déployée et nous avons notamment veillé à la prévention de la radicalisation en faisant passer un certain nombre de messages dans les établissements, en éveillant l'attention de nos personnels, mais des élèves aussi. Dès le mois de janvier 2015, j'ai demandé à ce qu'un livret consacré à la radicalisation soit diffusé auprès des personnels. En février 2015, dans un courrier adressé au recteur, j'ai appelé les personnels à une attention très particulière envers les élèves en risque de désaffiliation ou de déshérence. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, ni de faire des personnels de l'Éducation nationale des substituts des forces de l'ordre, mais simplement d'avoir une vigilance qui permet, au cas où, de signaler dans les établissements scolaires le cas d'un élève qui semblerait être en danger ou en risque de radicalisation. Le signaler aux services concernés. Ce repérage, c'est une mission de l'ensemble des personnels de la communauté éducative et je veux insister sur ce point. Les enseignants sont concernés parce qu'ils connaissent bien les élèves. Ils peuvent observer des évolutions de comportement, des prises de position qui évoluent, qui sont autant de signes possibles d'une dérive. Mais à côté des enseignants, il y a aussi les CPE, bien sûr les chefs d'établissement, les personnels sociaux. Tous ont un rôle à jouer. Pour les accompagner dans cette démarche de prévention de la radicalisation, j'ai par ailleurs structuré un réseau de référents radicalisation dans chaque département, dans chaque académie. Aux côtés des préfets, des procureurs, des travailleurs sociaux, ces référents jouent pleinement leur rôle pour aider à la prise en charge de ces jeunes en voie de radicalisation. Ils sont là aussi pour accompagner les équipes dans les établissements scolaires qui parfois s'interrogent sur des situations difficiles à cerner, à comprendre ou à appréhender. Nous avons également développé des formations, et j'en parle ici parce que c'est grâce à vous que nous avons pu les développer, ces formations. C'est grâce à la recherche que ces formations évoluent en fonction des éclairages nouveaux que vous nous apportez. Voilà ce qui permet aujourd'hui à notre ministère d'apporter une réponse cohérente avec chacun sa contribution à son niveau. Mais je n'oublie pas que l'école agit contre la radicalisation finalement surtout par la poursuite de la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire former des citoyens autonomes, instruits et éduqués. C'est d'ailleurs un des thèmes que vous allez aborder tout à l'heure dans vos tables rondes, le creuset de la citoyenneté, qui est cette école de la République et qui est là pour renforcer le sentiment d'appartenance à la République de chacun de ceux qui y sont formés. Vous savez, lorsqu'ont été annoncées les identités des terroristes, certains nous ont dit « Regardez ce que sont devenus des jeunes qui sont passés par l'école ». Mais une telle réaction, elle cache le fait que, à côté de cela, vous avez un nombre incroyablement important de jeunes qui, sans l'école, se seraient radicalisés, qui ne se sont pas radicalisés grâce à l'école. L'école n'a pas de formule magique ou de remède miracle. Si l'élève, au fil de son parcours, acquiert des savoirs, des compétences, des connaissances, ça n'est pas sous l'effet d'une métamorphose soudaine, mais c'est grâce au travail quotidien des enseignants. Et cette mission-là, elle est lente, elle est laborieuse, elle est difficile,
elle est parfois décourageante. En tout cas, elle est beaucoup plus complexe que les discours simplificateurs qu'on entend souvent sur le mode du yaka faucon. Je veux le dire ici, même si je vous en sais convaincu. Tout ça est très humain, et c'est pour ça que nous avons tellement besoin de redonner toute leur place aux réponses qui sont celles du savoir, de la culture, de la connaissance, qui sont des réponses portées à la fois par l'école et par l'enseignement supérieur et la recherche. Pour ces 3 institutions, l'école, l'enseignement supérieur, la recherche, l'année 2015 a été une année éprouvante, vous l'avez dit, Monsieur le Président, une année de deuil aussi. Les universités en particulier ont payé un lourd tribut aux attaques de novembre dernier. Alors, ça n'est jamais évident dans un tel contexte que de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2016, mais les crises qu'on traverse ne doivent pas obscurcir nos esprits. Il faut nous rappeler régulièrement de ce qui nous rassemble et de ce qui fait notre force. Dans les crises que nous avons traversées, la France, l'Europe ont à chaque fois su trouver les ressources pour innover, pour avancer, pour défendre les savoirs, la culture, les connaissances. Matteo Renzi, qui était avec nous il y a quelques semaines, nous le rappelait. Pour se forger cet humanisme de combat qui croit au progrès humain, qui croit à la recherche, qui croit aux études, et bien dans le contexte douloureux qui est le nôtre, il ne faut pas laisser les paroles des chercheurs résonner dans le vide. Il ne faut pas que le silence occulte l'importance de vos travaux. Et ce colloque, c'est une caisse de résonance pour vos travaux, pour votre recherche. Je voudrais que son écho perdure bien au-delà de la journée. J'y veillerai en tout cas. Et je conclurai simplement en vous disant que dans cette époque troublée, n'en déplaise à Hegel, nous n'avons pas le loisir d'attendre la tombée de la nuit pour voir s'envoler l'oiseau de Minerve. Je vous remercie.